Bienvenue sur Talents Précieux, le podcast des soft skills au travail, ces forces singulières qui font les succès d'un parcours professionnel. Grâce à un invité différent à chaque épisode, nous cherchons à savoir quels sont les soft skills, autrement appelés compétences comportementales, qui permettent aux individus d'être épanouis et performants dans leur métier et dans leur mission. Je suis Perrine Corvézier. Je suis Amélie Dag. Ensemble, nous avons fondé la société Human Learning Expedition qui produit ce podcast. Vous trouverez les notes de cet épisode ainsi que les ressources et références sur le site humanlx.com, humanlx.com, à la rubrique podcast. Il n'y a pas de beau conte sans une part de mystère, sans une part de poésie. Le conte n'est pas une histoire prosaïque. Il peut paraître, au moins au départ, prosaïque, et souvent d'ailleurs, souvent le conte démarre sur quelque chose de tout à fait banal, et puis c'est ça aussi, je décris le conte que j'aime, le conte qui dérape, soit à un moment précis, soit progressivement, et qui nous emmène quelque part où le public ne s'attendait pas. Cet épisode est une exception. En effet, il n'est pas centré sur le métier de notre invité, qui est à la retraite, mais sur son activité. Vous allez entendre la conversation que Michel Raclé et moi avons eue il y a quelques semaines. Michel est conteur. Il donne des comptes dans une association. Vous l'entendrez parler de préparation, de répétition, d'appropriation des comptes. Il explique que l'humilité et la curiosité sont essentielles pour compter. Nous avons choisi de vous proposer cet épisode particulier car il nous a semblé que cela pouvait résonner pour vous si vous travaillez dans un domaine de communication ou sur un sujet commercial. Comment s'inspirer des comptes dans le contenu de marque, dans les enjeux de récit, dans le storytelling? Comment s'inspirer des comptes pour faire passer des messages ou capter l'attention de ses interlocuteurs, voire réveiller leurs émotions d'enfant? En bonus, après notre conclusion, vous pourrez écouter un conte que Michel m'a donné. Oui, car on ne récite pas un conte, on le donne. C'était un peu mon cadeau de Noël que je partage volontiers avec vous. Je vous laisse écouter notre conversation dans laquelle vous aurez la chance d'entendre une histoire surprenante, une histoire vraie, donc pas un conte. Bonne écoute. Bonjour Michel. Bonjour Perrine. Merci de m'accueillir ce matin chez vous. On est à Saint-Germain-en-Laye. Oui. Un matin d'automne. On s'approche quand même de Noël. Oui. Alors, aujourd'hui, je vous interviewe en tant que conteur. Dans les métiers qu'on voulait interviewer, on a interviewé un magicien, un militaire, et on s'est dit pourquoi pas un conteur. Bravo. Donc voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter déjà ce qu'est un conteur, à quoi ça sert peut-être un conteur, et qu'est-ce que ça fait un conteur? Un conteur, ça sert à mettre de la lumière dans les yeux des auditeurs. C'est beau. Quel que soit leur âge. C'est la récompense presque du conteur de voir le bonheur ou le plaisir ou parfois la peur, parfois d'autres sentiments dans les yeux des petits-enfants, dans les yeux des adultes, dans les yeux des personnes âgées, en maison de retraite par exemple. Voilà. Et un conteur, ça sert à ça sert à ouvrir à autre chose, ça sert à donner une dimension, ça sert à éveiller l'imaginaire, à stimuler l'imaginaire des personnes et à les faire rêver. On raconte n'importe quelle histoire quand on est conteur? Quelle est la différence entre une histoire et un conte, par exemple? Un conte, c'est une histoire qu'on raconte à sa façon, et dans laquelle on essaye de mettre un maximum d'images, précisément pour éveiller l'imaginaire, pour rentrer dans une espèce de mystère au-delà des mots simplement. L'histoire peut être banale, peut être toute simple, c'est la trame, l'histoire.
Le conte, c'est l'habillement, c'est la mise en scène, discrète souvent, mais qui doit être efficace, pour que l'histoire touche le public. Qu'est-ce que vous utilisez pour que ça touche le public, justement? Alors, précisément, nous-mêmes, les images. C'est-à-dire que le conteur est quelqu'un qui ne fait pas de par cœur. Chaque contée est différente. Elle est influencée par le public. Et les mots employés sont différents, essayent de s'adapter au public. On peut raconter la même histoire à des enfants, on n'emploiera pas les mêmes mots que pour des adultes, par exemple. Et nous-mêmes, ce qui nous est recommandé, car un conteur se forme, on va en parler, bien sûr, et se forme en permanence, le conteur déroule dans sa tête le scénario, mais sous forme d'image. Il voit les personnages dont il parle, il voit l'action, il voit comment les personnages sont habillés, comment ils bougent, quel est le décor, de quoi il s'agit, etc. Et tout ça lui permet de faire passer dans son conte ces images, même sans les nommer, mais il les a dans son cœur, il les a dans sa tête, et il déroule ce scénario et il raconte le scénario chaque fois avec ses mots, avec les mots qui lui viennent, et c'est ainsi que il s'adapte. Il essaye du moins de s'adapter au public à chaque fois. Vous utilisez autre chose que des mots? Est-ce que vous avez des outils, des instruments? Peu, finalement. Pour ce qui concerne les enfants, et notamment les tout-petits, oui, il faut des supports, il faut des images, il faut des marionnettes, enfin des petits objets, oui, des ours en peluche, etc. Sinon, pour les adultes, parfois un fond sonore, non pas un fond sonore, je veux dire, mais l'introduction d'une musique à certains moments peut être utile. Le silence aussi est très important. On raconte son histoire et à un moment, il y a des moments de suspension. Mm-hmm. Il n'est pas interdit non plus d'introduire un tout petit peu de poésie ou d'introduire du chant, un chant, voilà, ou une ritournelle. Hier, je suis allé conter devant un public très particulier. À l'hôpital du Vésinet, il y a un service de périnatalité qui reçoit comme pensionnaires des femmes dont l'environnement peut être dangereux pour elles au moment d'une naissance. Et donc, on avait un public d'une douzaine de femmes qui étaient soit sur le point d'accoucher, soit ayant déjà leur bébé dans les bras. À ce moment-là, j'ai conté une histoire toute simple, une histoire qui se passe, l'histoire d'un oranger magique donc sous les tropiques, et puis d'une petite fille qui pleure sur la tombe de sa maman. Et là, j'ai récité, oui, quelques vers, qui sont les mots d'une chanson. Oranger magique, pousse haut, vois comme mes larmes coulent, pousse haut. Voilà le genre de choses qu'on peut dire. Et ça, alors, voilà, exceptionnellement, il y a intérêt à le savoir par cœur, quand même. Donc vous vous entraînez beaucoup à conter, connaissant votre public à l'avance? Ou pas? Oui, on s'entraîne à compter, c'est-à-dire qu'on a eu une formation initiale. On peut parler de la formation tout de suite? Bon. Donc, avant d'entrer dans l'association, nous avons eu à Troyes une formation initiale faite par la présidente de l'époque, avant d'entrer dans l'association. Et ensuite, on s'est engagé à se former régulièrement, notamment au sein de l'association qui fait venir tel ou tel conteur professionnel ou tel professionnel pour nous former sur des choses très diverses. Par exemple, la gestuelle, la voix,
Par exemple, comment compter des contes littéraires, ceux de Maupassant, par exemple, comment compter à des tout-petits, voilà. Donc toutes ces formations accumulées améliorent notre façon de compter. Ensuite, face à un public particulier, c'est à nous de nous adapter. Et ces formations, vous parlez de gestuelle, par exemple, est-ce qu'elles sont... on vous met en situation de compter devant d'autres, devant vos pairs? Est-ce qu'il y a une sorte d'évaluation ou est-ce que c'est de la formation continue, finalement, théorique? Alors en termes de formation continue, la véritable formation continue, c'est effectivement de le compter devant nos pairs. L'intérêt de l'association, c'est que on peut tester devant ce public forcément compétent et donc critique, on peut compter et avoir des retours. Et si j'aime bien cette association dans laquelle je suis depuis plus de 10 ans, c'est parce que l'ambiance y est vraiment bienveillante. Et les retours sont toujours bienveillants aussi. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelait la correction fraternelle au Moyen-Âge. Vous pourriez raconter ça, parce que ce mot bienveillance est aujourd'hui un peu galvaudé, utilisé dans tous les sens. Oui. Et c'est intéressant que vous apportiez cette notion moyenâgeuse. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, la correction fraternelle, si je me rappelle bien, c'était au temps des moines ou dans les couvents, où lorsque les moines, tel moine par exemple, voyant le comportement d'un de ses frères, le jugeait non conforme à la règle de l'ordre ou non conforme à la charité chrétienne, il était presque tenu de le dénoncer entre guillemets, mais de le dénoncer dans un esprit de le faire se corriger, de le faire revenir en quelque sorte sur le bon chemin. Et donc il devait, c'était probablement pas toujours le cas, mais au moins théoriquement il devait le corriger dans ce sens-là. Et ce que je suis très heureux de constater au sein de notre association, c'est que effectivement, quand je donne un conte pour la première fois ou un vieux conte que j'ai repris, que j'ai retravaillé, que je redonne, j'ai des retours qui sont critiques, qui peuvent être même des critiques sévères, mais qui sont toujours faits justement dans l'esprit de me corriger, de façon que j'améliore ma façon de compter, en particulier en tenant compte du public vers lequel je me tournerai prochainement. Parce que généralement, quand on donne un conte, c'est parce qu'on se dit je vais le donner dans 8 jours à tel ou tel endroit. Comment est-ce que vous le préparez chez vous? Est-ce que c'est face à un miroir, avec, je sais pas, peut-être des enfants ou des petits-enfants à côté de vous, des testeurs, des cobayes, ou est-ce que c'est dans votre tête? Alors, je souris parce que en fait, je le fais avec un micro et un enregistreur. Alors, bon, avant d'en arriver là, je sélectionne mon conte, et le critère fondamental de choix du conte, c'est il faut qu'il me touche, il faut qu'il me parle, il faut qu'il me plaise. On ne compte bien que ce qu'on aime, les histoires qu'on aime. Et ça change bien sûr de conteur à conteur. Et donc la première chose, c'est ça, c'est de choisir un conte, trouver des contes. C'est pas toujours facile, mais bon, une fois qu'on a dit, tiens, ça j'ai envie de le raconter. Alors à ce moment-là, ma façon de faire, et je dis pas que c'est la façon universelle, loin de là, ma façon de faire, c'est de faire un premier jet et de l'écrire. Voilà, même si j'ai dit qu'on ne faisait pas de par cœur, c'est bon quand même pour moi d'avoir ce support. Voilà. Donc, et de l'écrire en mettant dedans autant que possible des images, comme vous l'avez dit, et puis les 5 sens. C'est-à-dire les odeurs, les parfums, les saveurs, etc., le toucher. Et ensuite, je le mets de côté, et puis je me le récite à moi-même à voix haute, jusqu'à ce que je le sache à peu près, en revenant au texte, bien sûr, de temps en temps.
Et puis le vrai test, c'est au micro. C'est-à-dire que je le dis au micro comme je vous parle en ce moment. Et pour moi, c'est comme si le micro était le public. Voilà. Alors bien sûr, là, la gestuelle ne joue pas, forcément. Mais une fois que j'ai fait ça, je ne réécoute pas forcément, mais je me suis rendu compte de ce qui n'allait pas. Bon, voilà, ça m'aide à progresser. Alors ensuite, ce qui nous est recommandé, c'est de travailler en binôme. J'ai en face de moi, dans l'immeuble en face, une conteuse qui est rentrée au jardin du Comte, nom de l'association, en même temps que moi et qui donc a suivi la même formation initiale dont je vous parlais. Donc déjà, on a des affinités. Et quand je prépare un nouveau conte, en général, je vais la lui conter et réciproquement. Bon. Alors, il y a des moments où on est un peu plus lâche, mais bon. Et ensuite, je le donne devant le groupe. Nous avons des réunions 2 fois par mois et on essaye dans ces réunions, on parle de l'association, des différents endroits où on doit compter, des événements, etc. Et on essaye de conserver un maximum de temps pour écouter les uns et les autres compter. Vous avez dit un très joli mot, une très jolie expression. Vous avez dit on donne un conte. Oui. C'est beau comme expression. Oui. On raconte, c'est on donne un conte. Voilà. Un conte, c'est comme une fleur qu'on ramasse pour former un bouquet. Un conte, c'est un cadeau qu'on garde dans son petit panier et que l'on sort au bon moment, au bon public, pour le donner. Vous connaissez combien de contes? Vous aimez combien de contes? Alors, des centaines? Je ne sais. Oh non, je dirais pas ça. Je dirais que j'ai peut-être une vingtaine de contes qui me plaisent et que je donne volontiers. Et puis peut-être mettons une cinquantaine au total. Et justement, dans les 30 qui ne me sont pas les plus proches, ou du moins à un moment donné, j'aime bien aller rechercher et dire mais celui-là, ça fait très longtemps que je l'ai pas donné. Je le reprends et je le retravaille et le reprenant 1 an, 2 ans, 3 ans après, je lui trouve une autre saveur et que j'essaye de mettre en valeur. Comment est-ce que vous avez choisi comment est-ce que vous choisissez un conte? Quelle est l'intention dans votre choix de conte? Parce que hier, par exemple, ces jeunes femmes à l'hôpital, oui. Vous leur avez raconté un conte où vous avez parlé de larmes, donc il devait être un peu triste. Vous avez probablement généré de la tristesse ou des émotions tristes. Et pourtant, est-ce qu'elles avaient besoin de tristesse? Sûrement pas besoin de tristesse. Mais vous savez que dans un conte, comme beaucoup d'histoires, les sentiments des personnages varient. Et ils ne peuvent pas être monotones, sinon le conte lui-même serait monotone. Donc est-ce que votre conte finissait bien et avec du bonheur, j'imagine? Voilà, il finissait bien. C'est pour ça que vous l'avez choisi? Peut-être, mais alors inconsciemment. D'accord. Je l'ai choisi, c'est un conte des tropiques. La petite fille est très triste parce que sa mère est morte et son père s'est remarié avec une personne qui se révèle être une marâtre. Et donc, elle a une épreuve, là, et finalement, ça se termine bien, grâce à la magie de ses larmes, à la magie de cet oranger. En fait, je l'ai choisi d'une part parce que le public était largement composé de personnes venant d'Afrique. Donc, c'était un petit peu tendre la main vers cette civilisation. Voilà. Et puis, parce que j'ai pensé que ça pouvait les toucher. Et leur parler à elles qui sont mères, quand on leur parle d'une petite fille qui pleure sa maman. Voilà. Oui, donc vous choisissez quand même vraiment en fonction de votre auditoire.
Je choisis en fonction de mon auditoire et aussi en fonction de ce que j'ai dans mon panier. Parce que parfois, je me dis, qu'est-ce que je vais raconter à ces personnes? Et parfois, comme j'y suis allé déjà plusieurs fois, j'ai un peu peur d'épuiser mon panier. Est-ce que vous avez déjà eu des situations où vous voyez que l'auditoire n'était pas réceptif au conte? Je ne crois pas. Donc ça touche systématiquement, ça captive. Je ne crois pas, oui. Ceci étant, je ne me serais pas risqué à donner un conte à un public qui manifestement ne serait pas réceptif. Je fais une auto. C'est des gens qui sont volontaires souvent, qui sont auditeurs. Ils sont inscrits ou ils savent qu'il va y avoir un conte. Oui, c'est ça. Mais parfois, ça fait partie des activités d'une association de seniors, par exemple. Et les gens peuvent se dire, tiens, pourquoi ils nous font une animation conte aujourd'hui? Et ils sont pas forcément réceptifs quand même. Donc, néanmoins, ils sont respectueux de la structure qui leur propose ça. Et ils vont écouter au moins au début correctement. Enfin, ils vont se tenir bien, quoi. Et à ce moment-là, nous de les captiver. Voilà. Donc de choisir des contes qui peuvent leur plaire. Donc vous êtes un peu obligé de vous être préparé sur plein de contes différents pour pouvoir adapter sur le moment. Oui, sur le moment ou du moins un peu avant, en fonction du contexte. En fonction du contexte qui me sera décrit. Par exemple, nous allons compter pour une fête de Noël dans un foyer pour personnes en difficulté d'insertion sociale. Donc on sait de quel public il s'agit. Le choix du conte va être décisif, là, très important. Il ne faut pas que je me trompe. Comment est-ce que vous vous préparez? Donc, essentiellement dans le choix du conte, l'attention aux mots. Les personnes sont en difficulté d'insertion sociale et parfois elles ne comprennent pas très bien le français encore. Alors, il s'agit d'élaguer de mon conte les termes un tout petit peu savants ou qui ne sont pas d'usage vraiment courant. Et puis sinon, c'est le choix même, le choix du conte lui-même qu'on doit faire. Combien de temps dure un conte? Enfin, une contée? Alors, un conte, il nous est recommandé de ne pas dépasser 10 minutes. D'accord. Bon, c'est la règle, mais c'est une règle souple quand même. Alors, la contée, pour nous, c'est un ensemble de contes que l'on raconte par exemple, dans une durée d'1 heure. En général, une contée fait 1 heure. Pour les petits, demi-heure, peut-être 3/4 d'heure. Et donc, en 1 heure, on a le temps de compter, donc 10 minutes, 6 contes, si vous voulez, à peine, parce qu'il y a quand même les interludes. Oui. Voilà. Pour passer d'un conte à un autre, je vous parlais de silence, je vous parlais de musique. Voilà, il y a un petit temps où il faut digérer, et laisser le public digérer le conte, faire son œuvre dans son imaginaire, et se préparer à accueillir un nouveau conte. Et généralement, un nouveau conteur ou une nouvelle conteuse. Vous comptez à plusieurs? Voilà. Quand nous comptons, nous sommes au moins 2, généralement 3 pour une comptée d'1 heure. Et ce qui permet de varier les personnes, varier les histoires, varier les façons de compter. Ça donne de la vie aussi à cette heure de conte. Qu'est-ce que vous retirez du fait de compter? Je vous l'ai dit dès le début, c'est le bonheur de voir la lumière dans les yeux du public. Une certaine satisfaction personnelle aussi. Bon, voilà, j'ai bien compté aujourd'hui. J'étais content, je les ai surpris, je les ai fait rire, je les ai touchés. Voilà. C'est bien connu. C'est donner
comment est-ce qu'on dit, que le plaisir de donner récompense du don, quelque chose comme ça. Vous n'avez pas toujours été conteur, c'est ça? Vous avez rejoint une association il y a une dizaine d'années. Ah, bien sûr, voilà, c'est ça. C'est-à-dire que j'avais une amie, notre couple était ami avec un couple dont la femme, Brigitte, a créé cette association, le Jardin du Conte. Donc, elle me connaissait un petit peu. Et puis, elle savait que dans les dernières années de ma vie professionnelle, j'avais animé des stages de formation. Donc, j'avais la parole relativement facile, ce qui est quand même nécessaire pour un conteur. Et puis, donc, tout à fait au début de la formation, elle nous a testé sur le plan de la mémoire pour voir si on pouvait mémoriser facilement. Donc, au démarrage, je dirais qu'il faut un minimum de capacité, de dons, entre guillemets, personnels. Et puis ensuite, c'est du travail avec l'aide des collègues, des copines du Conte. Je dis des copines parce que dans cette association, nous sommes une vingtaine à peu près. Je suis le seul homme pour l'instant. Quand je suis rentré, il y avait 2 autres hommes qui ont rapidement disparu par la maladie ou par le décès. Et donc, je me suis retrouvé le seul homme. Et de temps en temps, il y a un homme qui se présente pour rejoindre l'association. Il vient à une de nos réunions et puis on le revoit plus. C'est fou, hein? Et pourtant, je lui dis, vous allez voir, elles sont bienveillantes, elles sont gaies. Bon. Comment est-ce que vous voyez votre métier, enfin votre activité de conteur face aux nouvelles technologies et à l'essor des vidéos et des dessins animés ou des films de Netflix, toute cette consommation d'histoire? Est-ce que, par exemple, demain, vous pensez qu'il y aura encore des contes ou est-ce qu'ils auront disparu, submergés sous les vidéos? Oh, je ne crois pas. Je ne me suis pas posé la question telle que vous me la posez, mais déjà le conte, à l'époque où j'ai commencé à compter, le conte était menacé, ou du moins on avait peur que le conte soit menacé. Or, à côté de toutes ces techniques modernes, je crois qu'on redécouvre aussi le plaisir de conter et d'être enchanté par un conte. Alors, c'est une toute petite partie de la communication actuelle, mais c'est une partie qui va subsister, je crois. Il y a des livres audio en ce moment, il y a un développement des livres lus par d'autres, qu'on écoute. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ben, je trouve que c'est super. Et ça me fait penser immédiatement aux aveugles. Qui profitent justement de ces livres audio et avec lesquels c'est le seul moyen pour eux de lire, si j'ose dire. Il m'est même arrivé, il y a quelque temps, d'emprunter à la bibliothèque multimédia un livre audio. Voilà, d'écouter un livre audio. Est-ce que on pourrait passer quelques instants à parler de votre vie professionnelle avant? Parce que j'ai cru comprendre que vous aviez était dans le domaine spatial. Oui, c'est un bien grand mot, mais effectivement, en 1962, le gouvernement du général de Gaulle a voulu que la France ne soit pas absente de l'aventure spatiale qui avait commencé avec les Américains et les Russes vers les années 58, si je me rappelle bien, le premier Spoutnik, ça a été 58. Je suis rentré très peu de temps après la création du Centre national d'études spatiales, et j'y suis resté 5 ou 6 ans, quelque chose comme ça. Alors j'étais pas responsable, enfin je m'occupais pas forcément de ce qui passait dans les satellites. Enfin, le spatial, ça comporte quoi? Ça comporte des fusées, des satellites, et puis aussi toute une infrastructure terrestre. D'accord. Et voilà, moi j'étais plutôt du côté de l'infrastructure terrestre, mais j'avais vraiment le sentiment d'appartenir à cette petite équipe qui se lançait dans l'aventure spatiale.
aidé d'ailleurs par les Américains qui avaient accepté de lancer un satellite qui serait réalisé par les Français pour accélérer la formation et la compétence des équipes françaises. Les Américains avaient accepté de recevoir en stage dans un laboratoire de la NASA, dans un établissement de la NASA, 12 ingénieurs français. Et j'ai été le 12e, vous voyez l'extrême dernier, et le seul à s'occuper des infrastructures terrestres. Voilà. Et après, qu'est-ce qui est devenu votre carrière après cette étape-là? Après, je suis rentré dans le privé, j'ai évolué, comme je m'étais occupé au CNES, Centre National d'Études Spatiales, des transmissions de données, finalement, j'ai travaillé dans le domaine des transmissions de données, mais à ce moment-là, sur le réseau téléphonique des transmissions de données, avant même que l'on parle d'Internet. Mais j'ai fait par exemple du courrier électronique avant qu'on emploie même ce mot-là. J'ai fait comment disait-on, de la micro-informatique. Non, c'était pas de la micro-informatique, j'ai fait bon, ça m'échappe. Enfin, voilà, j'ai continué à faire de la transmission de données, donc de la communication. Et puis vers la fin, la technique, bon, c'est bien, mais jusqu'à un certain point. Et ensuite, j'ai fait donc de la communication en animant des stages de formation au management des équipes. D'accord. C'est comme ça que j'ai terminé ma carrière dans les 5 ou 10 dernières années. Voilà. Maintenant qu'on a eu un peu une vision globale de votre parcours, est-ce que vous pourriez, c'est une question qu'on pose à tous nos invités, nous parler d'un de vos succès dont vous êtes fier, qui peut être un grand succès, un petit succès, récent ou ancien? Raconter un succès. Écoutez, je ne me suis jamais posé la question de ça, quels ont été mes succès, mais en vous écoutant, la première chose qui me vient à l'idée, c'est que dans ma vie professionnelle, j'ai été abordé une fois par un homme à la pause d'un congrès. Vous savez, de temps en temps, on suit des congrès, bon, et qui s'est présenté comme travaillant détaché à l'UNESCO par son pays, l'Union soviétique. Et donc, il s'est présenté comme Vladimir. Et alors, ça m'a intéressé. J'étais très content de faire la connaissance d'un soviétique. On a parlé, on s'est revus, etc. Et puis il m'a dit, je suis toujours en liaison avec l'université de Moscou. Et puis on a besoin de faire le point sur les techniques les plus récentes. Oh, vous savez, rien d'extraordinaire, mais faire la synthèse de ce qui se passe dans les revues, etc. Est-ce que vous accepteriez de collaborer? Je lui ai dit pourquoi pas, mais il faut que ce soit quelque chose qui soit de ma compétence. Bon. Alors il me dit, écoutez, là, dans le journal 01 Informatique, là, un journal qui paraissait toutes les semaines, on parle d'ordinateur multiprocesseur. Est-ce que vous pourriez faire le point? Je lui dis non, c'est pas ma compétence, etc. Alors, il me dit, une autre fois, on a eu plusieurs réunions, en fait des repas que lui payait toujours. Est-ce que vous pouvez faire une synthèse sur les radars transhorizons? Je lui dis oui, bien sûr, ça c'est ma compétence. En plus, j'ai fait mon service militaire dans la marine, etc. Et puis, on se donne rendez-vous. Et au moment où je lui remets le message, mon rapport, une foule de gens nous entourent, police, et il l'embarque d'un côté et moi de l'autre. Le mot radar transhorizon m'avait ouvert les yeux. Les radars ouverts transhorizon sont indispensables pour détecter
le plus loin possible les avions ou les engins ennemis. Et donc, c'est là où, dans ma tête, je m'étais dit, c'est un espion. Et donc, j'avais pris contact via un voisin avec la DGSE, Direction Générale du Service Extérieur, de la Sécurité Extérieure. Et depuis, pendant 1 an et demi, j'ai été en quelque sorte piloté par la DGSE dans mes relations avec Vladimir, jusqu'au moment où ils ont créé ce filet pour l'arrêter. Et le rapport que je lui ai remis, C'était bidon. C'est un document qu'on m'avait donné que j'avais même pas ouvert, vous voyez. Ça alors. Et donc, c'est comme ça. Vous parlez d'un succès. Est-ce que c'est un succès? J'ai contribué à dévoiler, à arrêter et à mettre hors d'état de nuire un espion soviétique sur notre territoire. Aussi, c'est un beau succès quand même. Bravo. Voilà. Belle histoire. Qu'est-ce que vous avez... Comment est-ce que vous l'avez senti justement? Parce que ce qui est important dans votre histoire, c'est que il vous a mis une puce à l'oreille, vous l'avez ressenti. Sur quoi vous êtes appuyé pour que ça soit justement un succès? Est-ce que vous auriez pu tomber dans le piège? Je crois que tout en étant tout content d'avoir une relation avec un soviétique, j'étais quand même vigilant. Sans même me le dire, ça me paraissait normal. Et d'ailleurs, je comprends pas comment lui n'a pas senti qu'il était sur un terrain miné, parce que je vais pas cacher que j'étais officier de réserve, que j'avais fait mon service dans la marine, voilà. Donc, j'étais sans doute vigilant, et puis comme je vous l'ai dit, il y a eu un déclic. C'est cette expression de radar transhorizon. C'est intéressant. On arrive vers la fin de notre entretien. J'aurais voulu que vous me donniez peut-être quelques conseils à des personnes qui voudraient devenir conteurs. Des conseils à des personnes qui voudraient devenir conteurs. Un conseil d'humilité d'abord. Je ne sais pas pourquoi ce mot me vient, mais il faut être humble par rapport à l'histoire, par rapport au public, par rapport aux collègues conteurs aussi. Parce que il me semble que l'humilité, c'est la qualité qui permet, qui est indispensable pour progresser. Voilà. Ça n'empêche pas d'avoir des succès et des moments de gloire. Mais on ne devient pas conteur pour être une star. On ne devient pas conteur pour être une star. Oh, non. Non, je vois pas quel est conteur pour être une star. Si, parmi les conteurs professionnels, il y en a certains qui ont de la classe quand même, mais ils sont une star, ils sont reconnus dans le petit monde du conte, et notamment ils animent des ateliers, ils font de la formation, ils sont invités, voilà, ils prennent la parole. Bon, mais nous à notre niveau, c'est pas du tout ça. Non, un conseil d'humilité, et puis un conseil de curiosité peut-être. Voilà. Développer la curiosité, justement, envers les histoires. Parce qu'après tout, tout peut devenir conte. L'histoire de Vladimir, je l'ai racontée aussi. Je l'ai pas mis par écrit. Ah ben si, je l'ai mise par écrit. C'est vrai. Est-ce qu'il y a justement des écrivains de contes modernes, actuels, contemporains? Oui, certainement. Il y en a. Il y a une revue qui s'appelle La Grande Oreille, qui est la revue des conteurs, dans laquelle paraissent des contes tout à fait récents, oui. À titre personnel, je les recherche pas forcément. Bon, mais chacun pas son talent, mais ses envies. Oui, ses envies, c'est ça, ses envies. Ses goûts. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, vous, en tant que conteur? Qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce que vous avez envie que l'avenir vous apporte en tant que conteur? Quels sont vos rêves?
En tant que conteur, je suis déjà presque comblé, je pourrais dire. Parce que je ne suis pas seul, je suis au sein de cette association qui compte beaucoup sur moi, pour moi, pardon. Est-ce qu'elle compte sur moi? Je ne sais pas. Je crois que si vous êtes là, peut-être aussi un peu. On compte les uns sur les autres. C'est amusant ce que je dis parce qu'on compte les uns sur les autres. On compte les uns pour les autres, on compte les uns sur les autres. Le mot compte est à double sens là. Ce qu'il me faut souhaiter, c'est d'avoir davantage d'énergie pour rechercher de beaux contes. Voilà. J'ai du mal à me mettre à chercher des nouveaux contes. Voilà. Et peut-être que je me cantonne trop à tel ou tel... je n'élargis pas assez mon champ de recherche. Voilà. Donc voilà, souhaitez-moi d'élargir mon champ de recherche. Oh, bah, très bien, je vous le souhaite. D'en avoir l'énergie. Est-ce que vous avez d'autres choses que vous voudriez ajouter? Toujours sur le compteur. Oui, ou sur les compétences comportementales ou... Il me semble que il n'y a pas de beau conte sans une part de mystère, sans une part de poésie. Le conte n'est pas une histoire prosaïque. Il peut paraître, au moins au départ, prosaïque, et souvent d'ailleurs, souvent le conte démarre sur quelque chose de tout à fait banal, et puis c'est ça aussi, je décris le conte que j'aime, le conte qui dérape, soit à un moment précis, soit progressivement, et qui nous emmène quelque part où le public ne s'attendait pas. Merci beaucoup. Nous espérons que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Si vous aimez Talents Précieux, le meilleur moyen de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Cela permettra à d'autres de le découvrir également. Abonnez-vous à Talents Précieux, vous serez ainsi notifié des nouveaux épisodes. Talents Précieux vous est proposé par la société Human Learning Expedition ou HLX. Nous concevons et mettons en œuvre des programmes originaux et impactants destinés à révéler et développer les soft skills des individus pour en faire des acteurs épanouis et performants dans l'entreprise du XXIe siècle. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur humanlx.com ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. À bientôt pour de nouveaux épisodes. Comme annoncé dans l'intro de cet épisode, vous allez entendre le conte que Michel m'a donné. Vous remarquerez de vous-même l'usage des silences, du rythme, des intonations. Mais surtout, laissez-vous porter par ce conte et trouvez en vous le sens que vous voudrez bien lui donner. Bonne écoute. Le lion rugit, bâille et s'étire dans son palais. Dans son palais, car le lion est aussi roi d'une ville. Nous sommes à l'époque où les animaux et les hommes cohabitent et se connaissent et parlent ensemble. Dans cette ville, donc, il y a des quartiers où les hommes sont en majorité, d'autres où les animaux sont en majorité, mais dans l'ensemble, tout le monde cohabite bien. Le roi, cependant, est inquiet, car il a un secret personnel, qui, évidemment, il ne veut pas qu'on le connaisse. Ce jour-là, une femme arrive dans le palais. « Sire, mon mari et moi, on s'est disputés. Oh, d'habitude ça arrive, mais ce ne sont que des chamailleries. Mais là, ça a été plus loin, il m'a fichu dehors, avec toutes mes affaires. Et maintenant, je ne sais plus où aller. Les voisines étaient là, elles ont bien vu, mais aucune ne m'a ouvert la porte. Ma fille, rassure-toi,
tu vas habiter ici, chez moi, dans mon palais, il y a suffisamment de place pour toi. Et puis, le temps fera son œuvre. Peut-être que ton mari trouvera qu'il a été trop loin. Et de ton côté, toi, tu vas réfléchir. Et c'est ce qui s'est passé. Et la femme a pu, quelque temps après, regagner sa maison. À peine installée dans sa maison, les voisines sont arrivées. « Alors tu es habité chez le roi ? Raconte-nous. On ne sait pas ce qui se passe chez lui. Dis-moi. Dites-nous. » Il n'y a pas grand-chose à dire. Et il m'a hébergé. J'ai eu à manger. Il y avait des gens pour me servir. C'est très bien. Ah oui, mais enfin, le roi lui-même. Le roi, tu sais, je le voyais à peine. Ah, tu n'as pas une histoire à nous raconter, quelque chose. Oui, c'est vrai. Le roi. Alors quoi? Qu'est-ce que tu as à nous dire? Le roi pue. Ah, le roi pue, 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 le roi pue. En quelques heures, toute la ville savait le secret du roi. Et bien entendu, ça lui est revenu aux oreilles aussi. Il n'a pas réagi, il n'a rien dit. Peu de temps après, la femme est revenue chez le roi en lui disant « Sire, je veux absolument vous remercier, vous m'avez vraiment beaucoup aidé, c'était très généreux de votre part. »« Oui, ma fille, oui, ma fille. Sire, je ne suis qu'une pauvre femme, mais si je pouvais faire la moindre des choses pour vous, je le ferais volontiers. »« Tu peux, ma fille, tu peux faire des choses pour moi. Tu vois cette hache qui est là? Prends-la et donne-moi un grand coup sur la tête. » Grand coup sur la tête. Oui, c'est ce que je te demande, un grand coup sur la tête. Il a tellement insisté qu'elle a donné un coup. Plus fort! J'ai rien senti. Elle a frappé un peu plus fort encore. Et finalement, elle lui a fait une belle entaille au crâne. Oh, si je voulais pas faire ça, je voulais pas vous faire saigner. Ma fille, c'est ce que je t'ai demandé, tu as très bien fait. Bon, maintenant, retourne chez toi. Toute tremblante, elle est repartie chez elle. Et tous les jours, elle venait demander comment allait le roi, comment allait sa cicatrice. Et puis un jour, le roi lui a fait cette réponse. Ça y est, ma fille, tu vois, c'est guéri. Ah, je suis contente. Oui, ma fille. La blessure que tu m'as faite au crâne est guérie. Mais celle que tu m'as faite à l'âme, en disant que je puais, cette blessure ne se guérira jamais. Et il s'est jeté sur elle et il l'a dévorée. Et ça vous fait rire.